Ma mère m'a abandonné quand j'étais enfant parce que je n'étais pas aussi intelligente que ma jumelle. Des années plus tard, elles ont essayé de reprendre contact. Je leur ai présenté ma nouvelle famille. Ce sont des loups de sang-froid. Au moment où elles ont entendu cela. Ma mère et ma sœur. Je m'appelle Mara Ellis et j'ai 24 ans. Quand j'avais 12 ans, ma mère m'a renvoyé parce que je n'étais pas aussi intelligente que ma jumelle. C'était la raison qu'elle donnait à tout le monde, polie et adoucie jusqu'à ce qu'elle paraisse presque raisonnable. Elle disait que j'avais besoin d'un endroit plus calme. Elle disait que j'avais besoin de structure. Elle disait que je prenais du retard et que j'entraînais la famille dans ma chute. Mais je me souviens des vrais mots qu'elle a utilisés à la table de la cuisine ce soir-là, après que mon bulletin scolaire a atterri à côté de mon dîner intact. Elle m'a regardé comme si j'étais un problème qu'elle était fatiguée de résoudre et a dit, « Certains enfants sont nés pour s'élever et d'autres doivent cesser de retenir tout le monde. » Je n'échouais pas parce que je m'en fichais. J'échouais parce que chaque examen ressemblait à un procès. Chaque note ressemblait à un verdict. Et chaque comparaison me rappelait que l'amour dans ma maison était conditionnel. J'adorais dessiner. J'adorais les histoires. Je pouvais transformer une page blanche en quelque chose qui faisait que les gens s'arrêtaient pour regarder. Mais rien de tout cela n'avait d'importance dans une maison où la valeur se mesurait en trophées, en cours avancés et en notes parfaites. Ce soir-là, après m'être fait dire une fois de plus que je faisais honte à la famille, je suis sorti dans le froid sans manteau, parce que rester me semblait pire que partir. Le lendemain matin, il m'avait trouvé. Je pensais que peut-être la peur pousserait ma mère à me serrer plus fort. Au lieu de cela, elle a fait ma valise. Je l'ai supplié de ne pas me renvoyer. J'ai promis que j'étudierais plus dur, que je parlerais moins, que je serais meilleur, plus facile à aimer. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas hésité. Elle a seulement dit qu'elle avait une autre fille avec un avenir à protéger. Des années plus tard, quand elles ont essayé de reprendre contact, je leur ai présenté ma nouvelle famille et je les ai appelées des loups de sang-froid. Et au moment où ma mère et ma sœur ont entendu cela, la pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Avant que je vous raconte ce qu'elles ont dit ensuite et ce qui s'est passé après qu'elles sont entrées dans la vie que j'ai construite sans elles, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Le trajet de Boston à la petite ville du Montana où vivait ma tante June me donnait l'impression d'être arraché à ma propre vie alors que je respirais encore. Mon père, Paul, a conduit la majeure partie du trajet, les deux mains crispées sur le volant. Et ma mère, vivant, était assise sur le siège passager, répondant à des courriels professionnels comme si elle m'emmenait en colonie de vacances au lieu de me retirer du seul foyer que j'ai jamais connu. Ma sœur jumelle, Sloan, n'a pas eu le droit de venir. Cela faisait plus mal que la valise à mes pieds, plus que le silence dans la voiture, plus que la façon dont ma mère n'arrêtait pas de dire à mon père de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Quand nous sommes arrivés, tante June se tenait sur le porche d'une petite maison bleue à la peinture écaillée, avec des carillons et des pots de fleurs qui semblaient avoir survécu à des tempêtes et être restés malgré tout. Elle m'a serré dans ses bras avant que je puisse dire quoi que ce soit, et cela a failli me briser. Ma mère lui a donné un dossier avec mes bulletins scolaires, mes formulaires médicaux et un chèque, comme si j'étais un problème transféré à un autre département. Elle a dit à tante June que j'avais besoin de discipline, de structure et de moins de distraction. Tante June a regardé mes yeux rouges, puis le carnet de croquis que je serrais contre ma poitrine et a dit, peut-être que ce dont elle a besoin, c'est d'une personne qui lui demande ce en quoi elle est douée avant de décider ce qui ne va pas chez elle. Ma mère n'a pas aimé ça. Elle m'a embrassé le front sans chaleur, m'a dit de bien me comporter et est partie avant que je puisse la supplier à nouveau. Pendant les 2 premières semaines, j'ai à peine parlé. Je dormais avec ma valise à côté du lit parce qu'une partie de moi pensait que si je la défaisais, cela signifierait que j'acceptais d'avoir été jeté. Tante June ne m'a jamais forcé. Elle préparait des crêpes pour le dîner quand je refusais le petit déjeuner. Elle laissait du matériel de dessin sur la table de la cuisine sans faire de discours. Elle m'emmenait à l'école sans me prévenir de ne pas lui faire honte. La première fois que j'ai ramené un C à un test de mathématiques, je me suis préparé à des cris. Tante June l'a regardé, a hoché la tête et a demandé, « As-tu compris plus cette semaine que la semaine dernière ?» J'ai dit, « Oui. » Elle a souri et a dit, « Alors on continue. » Cette phrase a changé quelque chose en moi. Dans mon ancienne école, j'étais la jumelle décevante, la jumelle plus lente,
celles que les professeurs reconnaissaient parce que ma sœur les avait déjà impressionnées. Dans le Montana, j'étais juste Mara. Silencieuse au début, étrange peut-être, mais pas automatiquement à la deuxième place. Mes notes ne sont pas devenues parfaites par magie, mais mes mains ont cessé de trembler avant les examens. J'ai rejoint le club d'art parce que Tante June a glissé le formulaire dans mon sac à dos et a dit que je pouvais le jeter si je voulais. Je ne l'ai pas jeté. Au printemps, je peignais des décors pour la pièce de l'école, je concevais des affiches pour la vente de livres de la bibliothèque et j'aidais le refuge pour animaux local à créer des dépliants pour les week-ends d'adoption. Pour la première fois, des adultes me félicitaient pour quelque chose de réel. Non pas parce que j'avais battu quelqu'un d'autre, non pas parce que je m'étais conformé à un plan établi avant ma naissance, mais parce que j'avais créé quelque chose d'utile et de beau. Sloan m'envoyait des messages quand elle le pouvait. Au début, elle était gentille. Elle me disait que je lui manquais. Que la maison semblait étrange sans moi. Que maman disait que c'était temporaire. Mais temporaire est devenu 1 mois. Puis 6 mois. Puis des années. Ma mère n'appelait jamais, sauf si Tante June insistait. Mon père envoyait de l'argent, des cartes d'anniversaire avec des messages rigides, et une fois une boîte de crayons de luxe que ma mère avait probablement choisie en ligne sans savoir ce que j'aimais vraiment dessiner. Sloan continuait de remporter des prix. Elle envoyait des photos de certificats, de médailles de débat, d'épinglettes de la Société d'honneur et de brochures universitaires. Je me disais que j'étais fier d'elle, et je l'étais. Mais chaque message me rappelait qu'elle était restée sous les projecteurs tandis que j'avais été sorti du cadre. Un après-midi, quand j'avais 15 ans, j'ai vendu mon premier dessin à un marché de producteurs. C'était une petite aquarelle de la bibliothèque de la ville après une chute de neige, et une femme âgée l'a acheté pour $20 parce qu'elle disait que cela donnait au bâtiment l'air d'un endroit où les enfants seuls pouvaient se sentir en sécurité. J'ai rapporté ce billet de $20 à la maison comme si c'était un prix national. Tante June n'a pas ri. Elle l'a mis dans un cadre bon marché avec une note en dessous qui disait « Première vente de Mara ». La preuve que le talent compte aussi. Cette nuit-là, j'ai attendu que la tristesse vienne, la vieille douleur de souhaiter que ma mère l'ait vue. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus chaud et de plus fort. Je me suis senti vu par les gens qui étaient réellement là. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début de la famille que je choisirais un jour. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'avais cessé d'attendre que ma mère change d'avis. J'avais encore des jours où un certain mot ou un certain ton pouvait me ramener à cette table de cuisine, mais je n'étais plus la fille qui suppliait d'être gardée. Tante June m'a aidé à postuler à une université d'État du Montana avec un solide programme de communication visuelle. Et quand le courriel d'acceptation est arrivé, elle a crié si fort que notre voisin a cru que quelque chose n'allait pas. Ma mère a envoyé un court texto qui disait « Choix intéressant. J'espère que cela deviendra pratique. » C'était ce que j'ai eu de plus proche de félicitations. Sloan m'a appelé ce soir-là depuis Boston, où elle avait déjà été acceptée dans un programme d'élite de pré-droit. Elle semblait heureuse pour moi, mais il y avait toujours quelque chose de prudent dans sa voix, comme si elle avait peur que me féliciter trop la rendrait déloyale envers notre mère. Elle a dit « L'école d'art, ça a l'air amusant. Maman s'inquiète juste pour la stabilité. » J'ai failli lui dire qu'être aimé seulement quand on est impressionnante n'était pas la stabilité, mais j'ai ravalé mes mots. J'avais appris que certaines personnes peuvent être témoins de votre douleur et quand même considérer la paix comme plus importante que la vérité. L'université n'a pas été facile. Je travaillais à l'imprimerie du campus, je prenais des contrats en freelance pour concevoir des menus et des affiches d'événements, et je passais des nuits à apprendre des logiciels à partir de vidéos gratuites parce que je ne pouvais pas me permettre des cours supplémentaires. Mais chaque chose difficile semblait différente parce qu'elle m'appartenait. Personne ne se tenait au-dessus de mon épaule pour me dire que mes rêves étaient embarrassants. Pendant ma 2e année, j'ai fait du bénévolat lors d'une collecte de fonds pour un refuge de la faune en dehors de la ville. Ils avaient besoin de quelqu'un pour peindre des pancartes et j'avais besoin de travaux pour mon portfolio. C'est là que j'ai rencontré Caleb Wolf. Il transportait une caisse d'oiseaux blessés quand il a remarqué que j'avais peint un renard sur le panneau de don avec une oreille légèrement pliée. Il s'est arrêté, a souri et a dit « Ce renard a l'air d'avoir survécu à beaucoup de choses et de savoir encore quelque chose que nous ne savons pas. » C'était le compliment le plus étrange que j'ai jamais reçu, et d'une certaine manière le plus juste. Caleb n'était pas bruyant ou tape à accent grave-l'œil. Il travaillait avec sa famille dans le ranch de sauvetage, réparant des clôtures, transportant des animaux blessés,
aidant au programme communautaire et faisant le genre de travail discret qui n'a pas l'air impressionnant en ligne, mais qui compte profondément dans la vie réelle. Sa famille était connue en ville comme les Wolf, et tout le monde plaisantait en disant qu'il se déplaçait comme une meute. Sa mère apportait de la nourriture à quiconque était en difficulté. Ses frères se présentaient avec des outils avant même qu'on le leur demande. Sa grand-mère se souvenait de chaque anniversaire dans le comté. Ils étaient chaleureux, mais pas tendres. Si quelqu'un faisait du mal à l'un des leurs, ils n'explosaient pas. Ils devenaient calmes. Ils s'organisaient. Ils rassemblaient des faits. Caleb m'a dit un jour, dans ma famille, avoir le sang-froid signifie que tu ne paniques pas quand quelqu'un essaie de te faire peur. Tu respires, tu réfléchis et tu protèges la meute. Je ne comprenais pas alors à quel point cette phrase deviendrait importante. Caleb et moi sommes d'abord devenus amis. Il s'asseyait avec moi à l'imprimerie pendant les gardes de nuit, apportant du café et prétendant avoir besoin d'aide pour concevoir des dépliants de sauvetage. J'ai aidé sa famille à créer un logo pour le ranch, puis un site web, puis j'ai illustré une brochure pour enfants sur la sécurité de la faune locale. Ces projets ont mené à plus de travail, une librairie m'a engagé, puis une organisation à but non lucratif pour l'alphabétisation, puis un petit éditeur à la recherche d'une illustratrice pour un livre d'images. À 22 ans, j'avais ouvert le studio Mara Wolf, avant même que Wolf ne devienne mon nom légal, car Caleb m'a demandé en mariage sous le vieux peuplier derrière la grange du refuge, avec toute sa famille se cachant maladroitement derrière des balles de foin. Nous nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie en plein air. Tante June m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Mon père a envoyé une carte et de l'argent. Ma mère n'est pas venue. Sloan est venue, mais elle a passé la moitié de la réception à répondre aux appels de notre mère, puis m'a dit plus tard, maman a dit qu'elle n'était tout simplement pas prête. J'ai dit qu'elle avait eu 10 ans. Sloan a détourné le regard. L'année dernière, Caleb et moi avons une autre fille, Lily, et la tenir dans mes bras pour la première fois m'a fait comprendre à quel point le choix de ma mère avait été contre nature. Lily était minuscule, sans défense, parfaite, et je ne pouvais imaginer regarder un enfant et décider qu'elle était trop incommode à aimer. Tante June vivait à 20 minutes et venait avec de la soupe, des couches et des conseils non sollicités. Les Wolf traitaient Lily comme le nouveau membre de la meute, la passant de bras en bras, lui murmurant des promesses qu'elle était trop jeune pour comprendre. Mon studio a grandi lentement mais sûrement. J'ai travaillé sur des livres pour enfants, des campagnes de bibliothèque, des affiches éducatives et l'image de marques de petites entreprises qui croyaient que la créativité n'était pas un luxe, mais un langage. Puis, un jeudi soir, alors que je berçais Lily pour l'endormir, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Sloan. Son message disait « Maman veut reprendre contact ». Elle dit « Assez de temps a passé ». J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Assez de temps avait passé pourquoi ? Pour que sa culpabilité s'estompe ? Pour que mes souvenirs deviennent incommodes ? Pour qu'elle revienne sans jamais prononcer la seule phrase que j'avais attendu des années à entendre ? J'ai regardé de l'autre côté de la pièce Caleb, qui pliait des couvertures de bébé avec la concentration sérieuse qu'il accordait à tout. Je lui ai dit que ma mère voulait nous rendre visite. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il a seulement demandé « Veux-tu tourner la page ou veux-tu qu'ils voient enfin ce qu'ils ont jeté ?» J'ai baissé les yeux sur ma fille endormie et j'ai réalisé que la réponse était les deux. Le message de ma mère est arrivé le lendemain matin et il lui ressemblait exactement. Propre, contrôlé et vide là où le cœur aurait dû être. Elle a écrit qu'elle et mon père seraient bientôt dans le Montana pour une conférence professionnelle et qu'elle pensait qu'il serait sain pour nous tous de reprendre contact. Elle a dit que les malentendus familiaux ne devraient pas durer éternellement. Elle a dit que la vie était courte. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle n'a pas demandé si j'avais été seule. Elle n'a pas demandé ce que cela faisait d'avoir 12 ans et d'être renvoyée avec une valise pendant que ma jumelle restait à la maison. Elle n'a même pas mentionné Lily jusqu'à la dernière ligne où elle a écrit « Slo me dit qu'il y a un enfant maintenant. » Un enfant. Pas ma fille. Pas sa petite fille. Un enfant. J'aurais dû l'ignorer. Une personne guérie aurait pu bloquer le numéro, embrasser son bébé et retourner au travail. Mais la guérison n'est pas toujours nette. Parfois, on peut aimer sa vie et vouloir quand même que les personnes qui vous ont brisé le cœur se tiennent au milieu de celle-ci et comprennent qu'elles ne vous ont pas détruite, ai-je répondu poliment. Je lui ai dit qu'il pouvait venir dîner samedi. Puis j'ai aussi invité Sloan. Elle a répondu presque immédiatement avec un emoji cœur, comme si c'était une réunion au lieu d'un test pour lequel aucun de nous n'avait étudié.
J'ai tout raconté à Caleb. J'ai aussi tout raconté à tante June, parce que j'avais appris des 12 premières années de ma vie que les secrets ne protègent que la personne qui fait du mal. Tante June est restée silencieuse un long moment, puis a demandé, « Veux-tu que je sois là en tant que ta tante ou en tant que ton témoin ?» J'ai dit, les deux. Caleb a prévenu sa famille et les Wolf ont fait ce que font les loups. Ils n'ont pas créé de drame. Ils ont créé une structure. Sa mère a planifié le dîner. Sa grand-mère a fait du pain. Ses frères ont proposé de prendre Lily si les choses devenaient trop tendues. Caleb a demandé si je voulais sortir les albums de photos de famille ou les Rangers. Je les ai sortis, non pas pour me vanter, non pas pour punir, mais parce que la vérité se trouvait dans ces pages. Ma remise de diplôme universitaire, où tante June a pleuré si fort que son mascara a coulé. Ma première enseigne de studio, de travers, parce que Caleb et ses frères l'ont installée sous la pluie. Le lancement de mon livre à la bibliothèque de la ville où les enfants faisaient la queue pour que je dessine de petits animaux à l'intérieur de leurs exemplaires. La première semaine de Lily à la maison, enveloppée dans une couverture jaune faite par la grand-mère de Caleb. 10 ans de vie que ma mère avait manqué parce qu'elle avait décidé que je ne valais pas la peine d'être élevé. Samedi matin, Sloan m'a appelé. Pendant un instant, j'ai entendu la sœur avec qui je chuchotais sous les couvertures avant que tout ne change. Elle a dit, « S'il te plaît, ne transforme pas ça en procès. » Je lui ai dit que je n'étais pas celle qui avait passé son enfance en procès. Elle a soupiré et a dit, « Maman était nerveuse. » J'ai dit que maman devrait l'être. Ce silence entre nous était lourd, mais pas vide. Il portait chaque fois où elle avait choisi le confort plutôt que le courage. Je ne détestais pas Sloan. C'est ce qui rendait les choses pires. La haine aurait été simple. Je l'aimais, mais je ne lui faisais plus confiance pour se tenir à mes côtés lorsque la vérité devenait incommode. Avant qu'il n'arrive, je me tenais dans la cuisine, les mains appuyées sur le comptoir, essayant de ralentir ma respiration. Caleb est venu derrière moi et ne m'a pas touché jusqu'à ce que je me penche en arrière la première. C'était l'une des choses que j'aimais chez lui. Il ne supposait jamais avoir le droit de gérer ma douleur. Il attendait d'être invité. « Tu n'as pas à prouver que tu as survécu » a-t-il dit doucement. J'ai regardé autour de moi la maison que nous avions construite ensemble. Les dessins sur les murs, les petites chaussettes de Lily près du canapé, tante June arrangeant les assiettes avec des mains tremblantes qu'elle essayait de cacher. La famille Wolf se déplaçant calmement autour de moi comme un bouclier qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Je sais, ai-je dit. Mais ce soir, ils vont voir qui est resté. Quand la sonnette a retenti, personne n'a bougé pendant une demi-seconde. Cela semblait trop normal pour ce qui allait se passer. Caleb a ouvert la porte, et ils étaient là. Mon père avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte, comme si des années de silence l'avaient replié sur lui-même. Ma mère avait presque la même apparence, parfaitement habillée, parfaitement composée, tenant des fleurs comme une femme arrivant à une obligation sociale polie. Sloan se tenait à côté d'elle, belle, nerveuse, et déjà en train de surveiller mon visage pour des signes de danger. Ma mère a souri et a dit, « Mara, tu as l'air bien. » Pas joyeux anniversaire pour ceux qu'elle avait manqué. Pas félicitations pour ton mariage. Pas je suis désolé, juste tu as l'air bien. Je me suis écarté et je les ai laissés entrer dans la maison qu'ils ne m'avaient jamais aidé à construire. Le dîner a commencé avec le genre de politesse qui rend chaque fourchette trop bruyante. Caleb s'est présenté avec une poignée de main ferme. Tante June a serré mon père dans ses bras, mais pas ma mère, et ma mère l'a remarqué. Les Wolf étaient accueillants parce que c'était leur nature, mais personne ne prétendait que c'était normal. Lily dormait dans son couffin près du salon, et ma mère la regardait de loin comme si elle observait un tableau dans une galerie. Sloan s'est approchée la première, a touché la couverture de Lily et a murmuré qu'elle était magnifique. Je crois qu'elle le pensait. Cela a rendu le reste presque plus douloureux. Ma mère a fait le tour de la pièce pendant que le dîner était servi, étudiant nos photos. Elle s'est arrêtée devant une de moi debout devant l'enseigne de mon studio, puis devant une autre de moi tenant mon premier livre illustré. « Alors c'est ton travail » a-t-elle dit. C'est très charmant. Charmant. C'était son mot pour tout ce qu'elle ne respectait pas, mais qu'elle ne pouvait pas insulter ouvertement en public. La mère de Caleb a souri et a dit, « Le travail de Mara aide les enfants à comprendre les histoires avant qu'ils ne puissent lire tous les mots. Ce n'est pas charmant. C'est important. » Le sourire de ma mère s'est crispé. Nous nous sommes assis.
Pendant un moment, tout le monde a essayé. Le père de Caleb a posé des questions sur la conférence. Mon père a interrogé tante June sur la ville. Sloan a complimenté la nourriture 3 fois de trop. Puis ma mère a posé sa serviette sur ses genoux, s'est tournée vers moi et a dit « J'espère que tu comprends maintenant que des décisions difficiles ont été prises pour ton bien. » L'atmosphère à table a changé. Personne n'a bougé, mais l'air est devenu plus vif. J'ai demandé « Quelle décision difficile ?» Elle a eu un petit rire. Le genre destiné à me faire paraître déraisonnable avant même que je parle. T'envoyer dans un endroit plus calme. Tu avais des difficultés, Mara. Tu avais besoin d'un environnement différent. Tante June a posé sa fourchette. Mon père fixait son assiette. Sloan a murmuré « Maman ». Mais ma mère a continué parce que les gens comme elle prennent le silence pour une permission. Elle a dit « Tu as clairement bien réussi à ta manière et c'est une bonne chose, mais à l'époque, ton comportement affectait toute la famille. Nous devions aussi penser à l'avenir de Sloan. » Voilà. Ce n'était plus caché derrière des mots polis. La même vieille équation. Un enfant avait un avenir. Un enfant était un obstacle. J'ai senti la main de Caleb sous la table, non pas pour saisir la mienne, juste poser là au cas où j'en aurais besoin. J'en avais besoin. Je l'ai prise. Puis je me suis levé. Ma chaise a fait un petit bruit contre le sol et tous les visages se sont tournés vers moi. J'ai pris mon verre d'eau parce que je ne me faisais pas confiance avec quelque chose de plus fort. Je veux porter un toast, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux, surprise, comme si elle s'attendait à des larmes et obtenait un discours à la place. J'ai d'abord regardé tante June. À la femme qui a accueilli une fille de 12 ans avec une valise, un carnet de croquis et aucune idée de pourquoi elle était si facile à quitter. Tu ne m'as pas réparé parce que je n'ai jamais été brisé. Tu m'as donné de l'espace pour grandir. Les yeux de tante June se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas détourné le regard. Je me suis tourné vers Caleb, vers mon mari, qui ne m'a jamais demandé une seule fois de devenir impressionnante avant de décider que j'étais digne d'amour. La mâchoire de Caleb s'est contractée et son pouce a caressé doucement mes phalanges. Puis j'ai regardé autour de la table ses parents, ses frères, sa grand-mère, les gens qui s'étaient présentés avec de la soupe, des outils, des factures, des couvertures de bébé et de la loyauté. Et à ma nouvelle famille, la famille Wolf, la meute qui m'a appris ce que la famille est censée être. L'expression de ma mère a changé. Elle savait que quelque chose arrivait, mais elle ne savait pas où se cacher. Je me suis retourné vers elle et Sloan. Ce sont les loups de sang-froid, ai-je dit. Assez de sang-froid pour rester calme quand quelqu'un essaie de réécrire l'histoire. Assez intelligents pour garder des preuves. Assez loyaux pour ne jamais abandonner l'un des leurs simplement parce que l'aimer est devenu incommode. Le silence qui a suivi était complet. Même Lily semblait dormir plus tranquillement. Ma mère a d'abord pâli. La bouche de Sloan s'est ouverte, puis refermée. Mon père avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Ma mère a finalement murmuré « Comment oses-tu me parler de cette façon devant des étrangers ?» La grand-mère de Caleb, qui était restée silencieuse toute la nuit, a dit « Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes les gens qui sont venus après votre départ. » C'est alors que les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Mais ce n'était pas le genre de larmes dont j'avais rêvé enfant. C'étaient des larmes de colère, des larmes d'humiliation, des larmes pour l'image d'elle-même en train d'être endommagée. Sloan s'est levé si vite que sa chaise a basculé. Elle a dit que j'avais planifié cela, que je les avais invités uniquement pour leur faire honte, que j'étais cruel. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose de vieux en moi se relâcher enfin. Non, ai-je dit, je vous ai invité à rencontrer les gens qui ont élevé ce que vous avez jeté. Mon père a tressailli. Ma mère a attrapé son sac à main. À la porte, elle s'est retournée et a dit d'une voix si basse qu'elle semblait à peine humaine, « Tu regretteras de nous avoir fait passer pour des monstres. » J'ai répondu avant que la peur ne puisse m'arrêter. Je ne vous ai fait passer pour rien du tout. J'ai seulement cessé de cacher ce que vous avez fait. Ils sont partis sans manger de dessert. Personne n'a célébré. Dans la vraie vie, la vengeance ne ressemble pas toujours à un feu d'artifice. Parfois, elle ressemble à une pièce pleine de gens qui respirent à nouveau après avoir retenu la vérité pendant trop longtemps. Tante June m'a serré dans ses bras dans la cuisine et a pleuré dans mes cheveux. Caleb a emmené Lily à l'étage pour que le bruit ne la réveille pas.
Sloan m'a envoyé un texto d'une phrase 1 heure plus tard. Tu es allé trop loin. J'ai regardé ce message, puis la table où ma vraie famille nettoyait tranquillement le désordre que mon ancienne famille avait laissé derrière elle. Et j'ai su que la nuit n'était pas finie. Les gens comme ma mère ne perdent pas le contrôle pour ensuite s'en aller. Ils cherchent une scène où ils peuvent jouer la version de l'histoire qui les rend innocents. 2 jours plus tard, ma mère a trouvé sa scène. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués, 6 messages de clients et un texto de Sloan qui disait « S'il te plaît, ne réagis pas de manière émotionnelle ». C'est ainsi que j'ai su qu'elle avait déjà choisi un camp. Ma mère avait écrit un long message sur Facebook, puis copié une version plus propre sur LinkedIn, car apparemment même l'humiliation publique avait besoin d'un formatage professionnel. Elle disait qu'elle avait essayé de renouer avec sa fille avec qui elle avait coupé les ponts après des années de chagrin, pour être prise en embuscade lors d'un dîner par une nouvelle famille hostile. Elle disait que je m'étais moqué d'elle, que je l'avais rejetée et que j'avais traité des innocents de loups pendant que mon bébé dormait à proximité. Elle a dit, les parents ne sont pas parfaits, mais les enfants adultes ne devraient pas instrumentaliser les malentendus de l'enfance pour attirer l'attention. Malentendus de l'enfance. Cette phrase m'a glacé les mains. Être renvoyé à 12 ans n'était pas un malentendu. Être ignoré pour les anniversaires, les remises de diplômes, la maladie et mon mariage n'étaient pas un malentendu. Se faire dire que l'avenir de ma jumelle comptait plus que ma place dans la famille n'était pas un malentendu. Puis j'ai vu qui elle avait identifié. Pas seulement des parents, pas seulement de vieux amis de la famille. Elle avait identifié l'organisation à but non lucratif pour l'alphabétisation avec laquelle je travaillais, le petit éditeur qui s'apprêtait à sortir mon prochain livre illustré, 2 propriétaires de librairie. Un directeur de bibliothèque et 3 clients commerciaux locaux dont j'avais conçu les logos. Sloan avait partagé la publication et écrit « Voilà ce qui arrive quand le ressentiment devient toute l'identité de quelqu'un. » Celui-là a fait mal à un endroit différent. La cruauté de ma mère était familière. La trahison de Sloan avait encore le pouvoir de me surprendre. Pendant la première heure, j'ai paniqué. J'avais construit mon studio avec soin. Je n'avais pas une grande entreprise derrière moi ou un service juridique prêt à intervenir. Ma réputation était personnelle. Mes clients me faisaient confiance pour des histoires, des enfants, l'éducation et des projets communautaires. Un scandale familial désordonné pouvait me coûter un travail que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Un client a mis un projet en pause et a dit qu'il avait besoin de clarté. Un autre a demandé si les accusations étaient vraies. Un troisième a simplement écrit « Est-ce que tout va bien ?» Je me tenais dans la buanderie, mon téléphone à la main, tremblant si fort que j'ai failli le laisser tomber. Caleb m'y a trouvé. Il a lu la publication une fois. Son visage n'a pas beaucoup changé, mais sa voix est devenue calme de la manière qui signifiait qu'une tempête venait de s'organiser. « Ne réponds pas encore, a-t-il dit. On sauvegarde tout d'abord. » C'est à ce moment-là que les loups de sang-froid sont devenus exactement ce que je les avais appelés. Caleb a pris des captures d'écran de chaque publication, de chaque identification, de chaque commentaire. Son frère a fait une chronologie de ma vie depuis le jour où j'ai été renvoyé jusqu'au jour où ma mère m'a contacté. Sa mère a rassemblé des photos de remises de diplômes, d'anniversaires et d'événements de studio que ma mère avait manqués. Tante June a noté des dates, y compris les mois où ma mère refusait les appels et les années où elle n'est jamais venue. Personne n'a crié, personne n'a menacé, personne ne s'est comporté comme ma mère voulait qu'il se comporte. Ils sont devenus calmes, précis et impossibles à bousculer. Je voulais écrire une réponse furieuse. Je voulais dire toutes les choses horribles que j'avais ravalées depuis l'enfance. Caleb a lu le brouillon et a dit, c'est vrai, mais ça sonne comme de la douleur. Donne-leur une vérité qui sonne comme une preuve. Alors, j'ai réécrit. Cette fois, je suis resté simple. J'ai dit que ma mère avait le droit d'avoir ses sentiments, mais pas de nuire à mes relations professionnelles avec une histoire trompeuse. J'ai déclaré que j'avais été renvoyé à 12 ans après des années de comparaison avec ma jumelle. J'ai déclaré que ma mère n'avait pas entretenu de relation avec moi, n'avait pas assisté à ma remise de diplôme, à mon mariage ou à la naissance de ma fille, et m'avait contacté récemment sans excuse. J'ai déclaré que le dîner avait été douloureux, mais que personne ne l'avait menacé. J'ai terminé en demandant aux clients et aux collègues de ne pas s'engager dans le harcèlement envers qui que ce soit et en disant que je continuerai à protéger ma famille et mon travail avec honnêteté. Tante June a commenté en dessous avec son propre témoignage. Elle n'a pas insulté ma mère une seule fois.
Elle a simplement confirmé qu'elle m'avait élevé à partir de l'âge de 12 ans parce que mes parents avaient choisi de ne pas le faire. Puis la mère de Caleb a commenté. Puis le directeur de la bibliothèque qui me connaissait depuis l'université. Puis l'auteur dont j'avais illustré le livre. Les gens ont commencé à demander à ma mère pourquoi elle avait identifié mes clients dans une affaire de famille privée. Quelqu'un de son cercle professionnel a demandé pourquoi une directrice des admissions humilierait publiquement une fille adulte pour des difficultés scolaires d'enfance. Ma mère a supprimé ce commentaire. Quelqu'un en a fait une capture d'écran. Le soir, la publication s'était retournée contre elle. L'éditeur qui avait mis mon projet en pause m'a envoyé un courriel pour me dire qu'ils étaient désolés que j'ai été entraîné dans quelque chose de si personnel. L'organisation à but non lucratif a non seulement maintenu mon contrat, mais m'a demandé si j'envisagerais d'illustrer une nouvelle campagne éducative sur les différentes manières d'apprendre des enfants. Pendant ce temps, la publication LinkedIn de ma mère a atteint des personnes qu'elle n'attendait pas. Des parents du réseau d'écoles privées où elle travaillait ont commencé à commenter avec prudence, demandant si ses opinions sur les enfants ayant des styles d'apprentissage différents reflétaient ses valeurs professionnelles. Un membre du conseil d'administration d'un comité de bourse d'études a retiré son nom d'une prochaine table ronde sur l'excellence familiale. Sloan, qui travaillait comme consultante en éducation, a reçu des messages de collègues lui demandant pourquoi elle s'était publiquement moquée de quelqu'un discutant de l'abandon infantile. Pour la première fois de ma vie, la version de la réalité de ma mère n'était pas la plus forte dans la pièce. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. Son nom est apparu sur l'écran, et pendant une seconde insensée, l'enfant en moi a espéré qu'elle appelait pour s'excuser. J'ai répondu. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit, retire ta publication. Tu me ruines. J'ai regardé Caleb, tante June, Lily endormie contre son épaule, et je me suis senti étrangement calme. Non, ai-je dit. Tu as publié le mensonge. J'ai publié la chronologie. Ma mère respirait fort au téléphone. Puis elle a dit la chose la plus cruelle qu'elle pouvait imaginer. Tu as toujours été impossible à aimer. 10 ans plus tôt, cette phrase m'aurait détruite. Cette fois, j'ai regardé les gens qui lui avaient donné tort. Peut-être pour toi, ai-je dit. Pas pour eux. Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, Sloan est venue à mon studio sans appeler d'abord. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait passé la nuit à essayer de maintenir une histoire qui ne cessait de se fissurer. Je venais de finir une esquisse pour la nouvelle campagne d'alphabétisation quand elle est entrée. Et pendant un instant, nous étions de nouveau des enfants. 2 filles avec le même visage, de part et d'autre d'une pièce. Aucune de nous ne savait comment s'échapper. Elle a dit que maman était en pleine crise. Elle a dit que papa était furieux, mais surtout à cause de l'embarras. Elle a dit que des gens de leur monde professionnel posaient des questions et que le superviseur de maman avait demandé une réunion sur la conduite en ligne. J'ai attendu les excuses qui auraient dû suivre. Au lieu de cela, Sloan a dit, tu dois lui donner quelque chose. Juste de petites excuses publiques. Dis que les émotions étaient fortes. Dis que tu regrettes la formulation. Je l'ai dévisagé. Tu veux que je m'excuse parce que sa tentative de ruiner ma réputation n'a pas fonctionné? Sloan a tressailli, mais elle a continué. Elle a dit que maman s'était sacrifiée pour nous. Elle a dit que je ne comprenais pas la pression que nos parents subissaient. Elle a dit que les affaires de famille ne devraient pas être jugées par des étrangers en ligne. C'est alors que j'ai réalisé que ma sœur n'était pas piégée entre nous. Elle se tenait exactement là où elle avait choisi de se tenir. Peut-être qu'elle m'aimait. Peut-être même qu'elle savait que j'avais raison. Mais quand la vérité menaçait la version du succès sur laquelle elle avait bâti sa vie, elle protégeait le mensonge. Je lui ai dit que je ne m'excuserais pas d'avoir dit la vérité. Je ne protégerai pas l'image de personnes qui ont abandonné un enfant et appelé cela de l'éducation. Les yeux de Sloan se sont remplis de larmes et elle a murmuré, « Tu vas briser cette famille. » J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était un si vieux stratagème. Blâmer la personne qui tient le miroir pour le visage qui s'y reflète. Non, ai-je dit, je suis la partie de cette famille qui a survécu après avoir été brisée. Après son départ, Caleb et moi avons envoyé une lettre officielle par l'intermédiaire d'un avocat. Rien de dramatique. Pas de procès intenté ce jour-là, juste une demande claire que ma mère retire les publications, cesse de contacter mes clients et cesse de faire de fausses déclarations qui pourraient nuire à mon entreprise.
En pièces jointes se trouvaient des captures d'écran, des chronologies, des témoignages et la preuve que ces publications avaient déjà interféré avec mon travail. Les loups de sang-froid avaient constitué un dossier si complet que même ma mère ne pouvait le déformer. Le soir même, les 2 publications avaient disparu. À leur place, ma mère a publié une courte déclaration sur le fait de se retirer des médias sociaux pour se concentrer sur une réflexion personnelle. Elle n'incluait pas mon nom. Elle n'incluait pas d'excuses, mais le mal à son image parfaite était déjà fait. En une semaine, elle a été retirée d'un panel d'admission d'une école privée où elle devait parler de l'identification du potentiel chez les enfants. Une phrase comme celle-là aurait été drôle si elle n'avait pas été si triste. Plusieurs parents ont écrit à son bureau pour demander si les enfants créatifs, anxieux ou moyennement bons à l'école étaient traités comme des problèmes sous sa direction. Elle n'a pas tout perdu. Et je n'ai pas besoin de prétendre que c'est le cas pour que l'histoire semble complète. Mais elle a perdu la seule chose qu'elle appréciait le plus, le droit d'être vue comme une autorité incontestée sur les familles réussies. Mon père a appelé une fois. Il a dit qu'il aurait souhaité que les choses se passent différemment. Je lui ai demandé quelle chose, le dîner, la publication, ou le jour où il m'a emmené et a laissé ma mère appeler cela nécessaire. Il n'avait pas de réponse. Les conséquences pour Sloan ont été plus discrètes. Ses collègues ne l'ont pas banni, mais ils ont cessé de la voir comme la fille parfaite avec la famille parfaite. Un district scolaire a reporté un atelier qu'elle devait animer sur la confiance en soi des élèves après que des parents ont exprimé des inquiétudes concernant ses commentaires publics. Pour la première fois, elle a dû expliquer pourquoi elle avait défendu la cruauté simplement parce qu'elle venait de notre mère. Un mois plus tard, elle m'a envoyé un message qui disait « Je commence à comprendre certaines choses ». Je n'ai pas répondu tout de suite. Le pardon, s'il vient un jour, ne sera pas précipité simplement parce que quelqu'un devient enfin mal à l'aise avec ses propres choix. Quant à moi, mon studio ne s'est pas effondré. Il a grandi. L'organisation à but non lucratif m'a engagé pour la campagne sur les différentes formes d'intelligence, et j'y ai mis tout mon cœur. J'ai dessiné des enfants qui résolvaient des problèmes avec la musique, le mouvement, la couleur, la gentillesse, la mémoire, la patience et l'imagination. J'ai dessiné des enfants à qui on avait dit qu'ils étaient trop lents, trop silencieux, trop distraits. Et je me suis assuré que chacun d'eux avait l'air digne d'être aimé. Quand les affiches ont été installées dans les bibliothèques du comté, tante June s'est tenue à côté de l'une d'elles et a pleuré. Caleb a soulevé Lily pour qu'elle puisse toucher l'image d'une petite fille peignant des étoiles sur un mur de classe. À ce moment-là, j'ai compris la leçon que ma vie avait essayé de m'enseigner. L'éducation n'est pas censée apprendre aux enfants que l'amour doit être mérité par la perfection. La véritable éducation donne aux gens des connaissances précieuses sur eux-mêmes et sur le monde. Elle les aide à grandir, pas à rétrécir. Elle apprend aux adultes à reconnaître différentes forces au lieu de punir les enfants parce qu'ils ne correspondent pas à une définition étroite du succès. Ma mère pensait avoir jeté la jumelle la plus faible. Ce qu'elle a vraiment fait, c'est me confier à des gens qui savaient comment m'aider à devenir entière. Le sang peut expliquer d'où vous venez, mais il ne décide pas de votre place. La famille n'est pas toujours les gens qui partagent votre nom. Parfois, la famille est la tante qui encadre vos premiers $20, le mari qui sauvegarde des preuves avant la colère, les beaux-parents qui vous soutiennent sans voler votre voix, et l'enfant qui vous apprend que personne ne devrait jamais avoir à être impressionnant pour mériter une protection. J'ai eu ma vengeance, mais pas en devenant cruel comme ma mère. J'ai eu ma vengeance en construisant une vie si pleine d'amour, de travail, de limites et de vérité que son rejet n'avait plus le pouvoir de me définir. Et si les gens qui vous abandonnent reviennent un jour en exigeant le pardon sans prise de responsabilité, souvenez-vous de ceci. Vous avez le droit d'ouvrir la porte, mais vous avez aussi le droit de vous tenir devant la famille qui est réellement restée et de dire « Voici les miens ». Non.